Le silence pesait lourd ce matin d'avril 2024. Dans sa chambre discrète de Corrèze, Bernadette Chirac, 90 ans, fixait une photo encadrée posée sur la commode. Une photo jaunie, presque effacée par le temps. Jacques y souriait. Claude, leur fille, posait à côté. Mais Laurence, elle, n'y était pas. C'est cette absence qui la rongeait. Car ce jour-là, une rumeur persistante avait franchi le seuil de l'intime. Selon certains proches, Bernadette aurait récemment, pour la première fois depuis des années, éclaté en sanglots. Un cri silencieux, venu d'un lieu enfoui depuis longtemps. Ce n'était pas la douleur d'un corps vieillissant. Ce n'était pas la solitude de la veuve oubliée des médias. Non, c'était le poids d'un secret, d'un échec, d'une blessure que même les tâtres de première dame ne sauraient effacer. La perte d'une fille que la République n'a jamais voulu voir. Laurence, leur fille aînée, était tombée malade dans la fleur de l'adolescence. Anorexie mentale, une maladie silencieuse, honteuse, presque invisible dans les hautes sphères du pouvoir. Pendant que Jacques Chirac montait au sommet de l'État, Bernadette se battait seule contre l'effondrement lent et implacable de leur enfant. Elle tentait de sourire pour la France, mais chaque déplacement officiel lui coûtait. Chaque robe choisie pour l'Élysée était une cuirasse pour cacher les larmes de mer. Ce matin-là, en avril, Bernadette avait murmuré à son infirmière ces mots troublants. Je l'entends encore, vous savez, sa voix dans le couloir, mais je ne peux plus répondre. C'était la première fois qu'elle évoquait Laurence à haute voix depuis la mort de Jacques en 2019. Cette fragilité, si soudaine, ne venait pas de nulle part. Une lettre venait de lui parvenir, une lettre étrange, sans signature, mais avec une écriture reconnaissable entre toutes. Une main tremblante, une main de femme, à l'intérieur, une seule phrase. Tu sais pourquoi elle est morte. Personne ne saura jamais qui l'a écrite, mais Bernadette l'avait reçue comme une accusation. Était-ce une pique politique, un message cruel d'un passé refoulé, ou la matérialisation de ce que sa propre conscience lui hurlait depuis des décennies, que dans cette quête acharnée pour exister à côté de Jacques, elle avait perdu l'essentiel? Bernadette, longtemps connue pour sa poigne, ses phrases tranchantes et sa fidélité sans faille, était désormais rattrapée par la seule chose qu'elle ne pouvait maîtriser, la mémoire. Et dans cette mémoire, il n'y avait pas que les fastes de l'Élysée. Il y avait la chambre d'hôpital de Laurence, ses silences, ses os trop visibles, les couverts restés pleins. Il y avait les conversations interrompues, les «tu verras, ça ira mieux», les baisers sans chaleur. Et surtout, il y avait cette culpabilité, ce cri qu'elle n'a jamais poussé. Et si j'avais été une mère, avant d'être une première dame? En ce printemps 2024, le masque craquait. Et pour la première fois, la République découvrait le visage d'une femme brisée, loin des projecteurs, loin des discours préparés. Dans l'imaginaire collectif français, elle fut longtemps l'épouse de, celle qui souriait, droite, élégante, à côté de Jacques Chirac. Mais derrière les tailleurs Chanel et les regards sévères, Bernadette n'a jamais été une simple figurante de la Ve République. Née Bernadette Jodron de Courcelles, elle grandit dans un monde de rigueur et de privilèges. Sa famille, issue de la haute bourgeoisie catholique, lui inculque discipline, devoir et surtout silence. C'est dans ce silence qu'elle apprend à observer, une arme qu'elle n'abandonnera jamais. À Sciences Po Paris, elle rencontre Jacques, un homme pressé, ambitieux, impulsif. Elle, en retrait, mais d'une lucidité glaçante. Le couple s'unit, mais déjà une ligne de fracture s'installe. Elle pense long terme, il court après les mandats. Alors que Jacques gravite les échelons de la politique, Bernadette gère l'intendance, les apparences et surtout les silences. À chaque trahison politique, c'est elle qui pense les plaies. À chaque victoire, elle s'efface, mais prend note. Car dans les coulisses, c'est souvent elle qui conseille, tranche, influence. En Corrèze, son fief, elle se forge une réputation de femme de terrain, connectée aux anciens, aux humbles. Loin des salons parisiens, elle arpente les hôpitaux, les maisons de retraite, sans caméra. Elle n'est pas tendre, elle est efficace. Mais son vrai combat public, elle le mène bien plus tard, et il ne concerne pas Jacques. En 1991, elle prend la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Pour une fois, elle a un projet à elle. Elle, la femme d'acier, décide de défendre les enfants hospitalisés.
Derrière cette cause, un non-dit, sa fille Laurence. Anorexique, internée à plusieurs reprises, souvent oubliée dans les photos officielles. Bernadette ne parle jamais d'elle, mais la défend partout, par ricochet. Pendant des années, elle impose à tous les présidents suivants, Sarkozy, Hollande, même Macron, de continuer l'opération Pièce jaune. Chaque année, inlassablement, elle visite des chambres d'enfants, serre des mains, exige des résultats. Ce n'est pas de la charité, c'est de la réparation. Mais chaque action publique cache une guerre privée. Jacques multiplie les infidélités. Tout le monde le sait. Elle endure. Mais elle n'oublie rien. En privé, elle se fait mordante, cassante. Certaines rumeurs affirment même qu'elle connaissait les noms, les dates, les hôtels, qu'elle gardait tout, comme un général gardant les cartes d'un conflit qu'elle n'a pas déclenché. À l'Élysée, elle reste une énigme. Les collaborateurs la redoutent plus qu'ils ne la comprennent. Elle ne crie jamais, mais ses silences sont des sanctions. Elle sait qui ment, elle sait qui complote. Et surtout, elle sait que sans elle, Jacques n'aurait pas survécu à tant de tempêtes. Mais ce rôle de stratège de l'ombre l'a aussi enfermée. Elle voulait exister. Elle voulait, peut-être une fois, qu'on dise son nom avant celui de son mari. Et pourtant, même sa plus grande victoire, sa longévité dans le cœur des Français, reste marquée du sceau de l'invisibilité. Bernadette a mené 1000 batailles, mais toujours dans l'ombre, toujours avec cette posture de sentinelle stoïque d'un empire qui n'a jamais été vraiment le sien. Il ne reste plus beaucoup de photos récentes de Bernadette Chirac. Une silhouette frêle, une canne, un regard qui semble chercher ailleurs. Les projecteurs se sont éteints. Le nom Chirac appartient désormais au livre d'histoire. Mais elle, la survivante, n'appartient à personne. Et c'est peut-être dans cette solitude que s'écrit le dernier chapitre de sa vie. On ne saura jamais vraiment ce qu'elle a pensé, seule, après l'enterrement de Jacques, ni ce qu'elle a ressenti en refermant la porte de leur appartement parisien, devenu soudain trop grande, trop vide, car Bernadette n'a jamais été une femme de confession. Elle a toujours préféré le silence aux larmes, la dignité au chaos. Mais dans ce silence, une leçon s'est écrite, la première, que la fidélité n'est pas forcément de l'amour. Elle est parfois une stratégie de survie, un pacte secret entre deux êtres que la République a figé dans des rôles. Elle a tenu bon, même quand le cœur n'y était plus. Même quand Jacques partait ailleurs, elle laisse rester. Non pas par faiblesse, mais par volonté de contrôle. Parce qu'elle savait que le monde ne pardonne pas aux femmes qui s'en vont. La deuxième leçon, plus cruelle encore, est que le pouvoir coûte. Et parfois, ce prix est une fille que l'on n'a pas pu sauver. Laurence n'est pas morte d'une maladie seulement. Elle est morte de ce que la société ne voulait pas voir, d'un désespoir que même les dorures de l'Élysée ne pouvaient consoler. Et Bernadette le savait. Elle l'a porté en elle comme un deuil sans cercueil, une guerre qu'elle a perdue. La dernière leçon, la plus profonde, est celle-ci. On peut tout sacrifier pour exister dans l'histoire et pourtant disparaître du cœur des vivants. Bernadette Chirac ne sera peut-être jamais célébrée comme une grande figure politique, mais son visage, son ton ferme, son regard lucide resteront gravés dans la mémoire des Français. Pas parce qu'elle a été première dame, mais parce qu'elle a été le miroir d'une époque, celui d'une France où les femmes de pouvoir devaient s'habiller en silence, aimer sans se plaindre et souffrir loin des caméras. Aujourd'hui, quand elle marche lentement dans les couloirs de son domicile en Corrèze, on imagine qu'elle pense à ce qu'elle a accompli ou raté. Elle n'a plus besoin de discours ni de décoration. Sa guerre est finie. Et s'il reste une phrase à dire, c'est peut-être celle-ci. Il n'y a pas de femmes fortes. Il n'y a que des femmes debout dans le vent. Ma fille, je ne sais pas si tu m'entends là où tu es, mais ce matin, le vent a soufflé plus fort que d'habitude. Et j'y ai vu un signe. Tu sais, j'ai toujours été fier. Trop peut-être. J'ai appris très tôt qu'il fallait tenir, même quand tout s'écroule. Que les mères ne pleurent pas, surtout quand elles portent un nom que l'histoire retiendra. Alors j'ai serré les dents. J'ai pris sur moi. J'ai souri quand on me demandait de sourire. J'ai fait des discours. J'ai visité des hôpitaux. J'ai organisé des campagnes. J'ai donné le change. Mais jamais, jamais je ne t'ai oublié. Chaque fois que je parlais d'un enfant malade à la télévision, c'est toi que je voyais. Ton visage pâle, tes bras maigres, ton silence si lourd qu'il couvrait toutes les paroles du monde. Tu étais là, même quand personne ne le savait. Je me suis souvent demandé ce que j'aurais dû faire autrement.
t'arracher à Paris, te sortir de l'hôpital, dire à ton père que les élections pouvaient attendre, créer un scandale peut-être. Mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai choisi la dignité. Et je t'ai perdu. Tu vois, je suis vieille maintenant. Et plus personne ne me regarde. C'est étrange d'avoir été autant exposé pour finir aussi invisible. Mais ce n'est pas grave. Je ne cherche plus les projecteurs. Je cherche le pardon. Et je ne sais pas si je le mérite. Jacques est parti. Claude vit sa vie. Et moi, je parle aux ombres. Et la tienne est la plus fidèle. Si je t'écris aujourd'hui, c'est parce qu'il ne me reste plus grand-chose à offrir. Sauf cette vérité nue, je t'ai aimé comme j'ai pu. Mal, sans doute. Tard, sûrement. Mais profondément. Et si c'était à refaire, je choisirais d'être ta mère, même une seule journée. Loin des dorures, loin des titres, loin des apparences. Je n'ai pas su te sauver. Mais je veux que tu saches que c'est toi que j'ai le plus pleuré. Et que dans mon silence, il n'y a que ton nom. Pardonne-moi si tu le peux. Atteins-moi si tu le veux. Ta mère, Bernadette.